La physique, c'est essentiellement l'étude du mouvement des choses. Quel est le mouvement des planètes et des étoiles? Quel est le mouvement des électrons et des protons? Comment le mouvement des molécules permet de tirer des propriétés comme la température, et ainsi de suite. Le rôle de la relativité, en physique, est d'étudier à quoi ressemble ce mouvement à partir de différents points de vue. Ici, j'utilise le terme relatif dans son sens général, c'est-à-dire depuis les différentes perspectives possibles, en bougeant, accélérant ou autre. La relativité restreinte s'intéresse plus particulièrement aux mouvements vus depuis un nombre limité, ou restreint, de perspectives. On les verra plus tard. Mais dans tous les cas, la relativité, qu'elle soit restreinte ou non, c'est l'étude du mouvement des choses depuis différentes perspectives. C'est comme si vous regardiez la Terre et la Lune. En fonction de où vous êtes et de comment vous vous déplacez, on pourrait voir que la Lune tourne autour de la Terre en un immense cercle, ou d'avant en arrière sur une ligne droite, ou encore que la Terre et la Lune bougent ensemble dans l'espace formant un trajet en spirale à travers l'espace. Mais si le mouvement de la Terre et de la Lune peuvent être décrits de tant de manières différentes, que peut nous apprendre vraiment une de ces descriptions sur la Terre et la Lune? Y en a-t-il une vraie et les autres fausses? Y a-t-il une perspective préférentielle pour observer la Terre et la Lune qui soit la plus proche de la vraie description de ce qui a réellement lieu? Répondre à ce type de questions, c'est le but de la relativité. En fait, la relativité peut essentiellement être résumée en deux idées de base. Premièrement, déterminer à quoi ressemblent des objets et leurs mouvements depuis différentes perspectives, et deuxièmement, remarquer quelles propriétés des objets et des mouvements ne changent pas si on change de perspective. On vient de voir un exemple du numéro 1, avec les différentes manières de voir le mouvement de la Terre et la Lune depuis différentes perspectives. Numéro 2, l'idée de trouver des choses qui n'ont pas l'air différentes même quand on change de point de vue. Ça, c'est un peu plus délicat. Dans le cas de la Terre et la Lune, les trois perspectives ont l'air assez différentes. Mais après un temps, vous pourriez remarquer que, quelle que soit la perspective, la distance physique maximale entre la Terre et la Lune semble être la même. Et là, vous pourriez dire « Ah, voilà quelque chose qui est indépendant de la perspective. Peut-être a-t-on affaire à une propriété fondamentale du système Terre-Lune, pas un simple artefact de ce point de vue particulier. » Et c'est pourquoi la relativité est si importante en physique. En étudiant ce qui change et ce qui ne change pas dans un système physique, lorsque vous changez de perspective, vous réduisez les termes, annulant les contingences pour voir apparaître des vérités universelles, littéralement. Des faits qui restent vrais depuis de nombreux points de vue dans tout l'univers, par exemple le fait que la distance entre la Terre et la Lune est de 384 399 km, ces faits sont littéralement plus universels qu'un fait qui ne devient vrai qu'à un seul moment en un seul endroit, par exemple que l'angle entre la Lune et la Terre vaut 150 degrés. La relativité est une façon de penser qui vous aide à évaluer l'universalité d'une vérité donnée. Ok, assez de philosophie pour l'instant. Pour que tout cela soit tangible, il nous faut une manière rigoureuse de décrire des objets en mouvement et de décrire comment ce mouvement est modifié lorsqu'on change de perspective. On va évidemment développer jusqu'à la relativité restreinte qui regarde le mouvement au cours du temps, mais on va commencer avec des choses immobiles, ne serait-ce que pour avoir le côté intuitif de la relativité. Vous êtes peut-être déjà familier avec la définition de la position d'un chat dans un plan en utilisant les coordonnées x, y. Ce chat est à 3 graduations à droite de notre point de référence et 2 graduations vers le haut. On dit alors qu'il est à la position x égale 3 et y égale 2, qu'on finit tout simplement par décrire comme un couple de nombres, entre parenthèses 3,2. Cependant, 3,2 n'est pas une vérité universelle. Je veux dire, c'est seulement défini depuis la position où je me tiens, et selon mon orientation. Par là-bas où vous êtes, peut-être que vous avez tourné de 30 degrés et vous avez fait des graduations plus resserrées, et d'un coup le chat est à une autre position x égale 9, y égale 9. Et tout ça alors que le chat n'a pas bougé. En fait, il est possible de déterminer la position du chat avec n'importe quelle valeur de x et y en fonction de notre point de référence. Mathématiquement, cela revient à choisir où on place nos axes et comment on les oriente et les gradue. Donc, de manière assez claire, déterminer la position de quelque chose n'est pas une vérité universelle. En termes relativistes, la position est relative. Une vérité plus universelle, ou absolue, peut être trouvée si vous avez deux chats. Disons qu'ils sont à x égale 0, y égale 0, et x égale 5, y égale 0. Et à partir de maintenant, je vais arrêter de dessiner un bonhomme au point d'origine des axes, mais vous devez vous souvenir que les axes qu'on utilise représentent une perspective, et une orientation particulière à partir de laquelle on mesure les choses. Ok, donc la distance entre ces deux chats est clairement 5. Ils sont à la même valeur de y, et les valeurs de leur x sont espacées de 5. Maintenant, si on déplace et tourne notre point de référence, les chats sont aux positions x égale 1, y égale 1, et x égale 5, y égale 4.
Ils sont donc espacés de 4 dans la nouvelle direction x et de 3 dans la nouvelle direction y. Mais la distance globale entre les chats, qu'on peut trouver en utilisant le théorème de Pythagore, est la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 25 qui vaut 5. C'est la même distance qu'on avait calculée avec les axes de départ. Il se trouve que c'est une vérité générale. Dans un plan, la distance entre deux trucs ne change pas si vous changez de perspective juste en déplaçant votre point de référence ou votre orientation. C'est un peu comme si je prenais un morceau de papier, que je le fais glisser et tourner, je n'ai rien changé quoi que ce soit qui est sur le morceau de papier. En termes relativistes, les distances sont absolues. L'intuition géométrique pour ça est que vous pouvez bouger vos axes, les faire glisser de haut en bas et les réorienter de manière rigide, tout cela sans affecter votre description de la distance entre deux objets. Si vous voulez, on peut rendre tout ça précis mathématiquement en appelant les coordonnées de départ x et y et les nouvelles coordonnées x new et y new. Et quand on a fait glisser l'axe x d'une quantité delta x, en termes techniques c'est une translation de delta x, on dit alors que x new égale x moins delta x, et quand on a fait glisser l'axe y d'une quantité delta y, donc une translation de delta y, on dit que y new égale y moins delta y. Le signe moins est là parce que si vous rapprochez votre point d'origine de quelque chose, les nouvelles coordonnées x et y seront plus petites. Les changements d'orientation sont un petit peu plus sophistiqués, mais ce n'est qu'un peu de géométrie. Si vous réorientez les axes x et y dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un angle θ, les nouvelles coordonnées seront de la forme x new égale x fois cosinus θ moins y fois sinus θ, et y new égale y fois cosinus θ plus x fois sinus θ. Si vous voulez faire un exercice cool d'algèbre, vous pouvez utiliser ces équations, ou même leurs équivalents en 3 dimensions, pour vérifier qu'en fait, la distance entre deux points ne change pas quand vous glissez ou tournez vos axes. Sortons du bazar de tous ces détails mathématiques qui éclipsent la simplicité de ce qui se passe réellement. L'idée géométrique importante que vous devez retenir est que tourner et bouger les axes ne change pas la distance entre les points. Par contre, la distance entre deux points change si on a le droit de changer l'espacement entre les graduations. Si on modifie nos axes pour avoir 2 fois plus de graduations, alors la distance entre les chats vaut à présent 10 et non 5. Il se trouve que la distance, mesurée avec des nombres, n'est pas si universelle que ça. Mais il y a une vérité encore plus universelle. Supposons qu'on a un bâton qui a la longueur d'une graduation, sur les axes de départ. Par convention, on pourra appeler ce bâton un mètre, et on peut dire à présent que les deux chats sont à 5 bâtons de distance. Là encore, on bouge et tourne nos axes, et on change aussi l'écartement des graduations. Les chats sont de nouveau à 10 graduations d'écart, mais le bâton a maintenant la longueur de 2 graduations, donc la distance entre les chats vaut toujours 5 bâtons. C'est un exemple d'une vérité de physique bien plus générale. La distance entre deux choses, mesurée en termes d'un autre truc physique, ne change pas quand on change sa perspective en déplaçant le point de référence, en modifiant l'orientation, ou même en changeant l'écart des graduations. En termes relativistes, on dirait que le ratio de deux distances est absolu. En gros, si vous voulez vraiment décrire une distance, vous ne pouvez pas simplement donner un nombre genre « je suis à 5 de toi ». Vous devez donner en termes de quoi vous faites votre mesure, et le nombre de ces choses qui est égal à cette distance. C'est un point assez subtil et il est une importance cruciale si vous êtes intéressé par la métrologie, c'est-à-dire l'étude de la mesure et des unités. Et comme cela ne joue pas un rôle majeur dans la relativité restreinte, à partir de maintenant, on va bâcler un peu, et simplement partir du principe qu'à chaque fois qu'on parle de distance, on parle non plus de distance en termes de nombre, mais en termes d'une distance de référence, que ça soit le mètre, des chats ou n'importe quoi d'autre. Et on va faire de même avec les durées. Lorsqu'on parlera d'un intervalle de temps, on supposera que c'est une durée en termes d'une durée de référence, comme par exemple la seconde. Ce qui nous amène au mouvement des objets dans le temps. Pour décrire un objet mouvant, on a pour habitude d'utiliser un axe de coordonnées horizontal pour la position x de gauche à droite, mais au lieu d'utiliser l'axe vertical pour représenter une hauteur y, on l'utilise pour représenter le temps t. Donc, pour quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui reste à la même position x au temps t égale 0, t égale 1, t égale 2 et ainsi de suite, on dessine une ligne droite verticale à la valeur x. Pour quelque chose qui bouge d'1 mètre par seconde vers la droite, on dessine une ligne qui va d'1 mètre vers la droite pour chaque seconde qui va s'écouler verticalement. Il est important de noter qu'on n'est pas en train de dire que l'objet se déplace dans un espace 2D selon une ligne à 45 degrés. L'objet bouge purement dans une dimension, le long de l'axe x, et on est juste en train de montrer ces différentes positions 1D au cours du temps qui passe. Ce truc d'avoir le temps sur l'axe vertical peut être un peu bizarre au début, parce que la majorité des situations que vous avez probablement rencontrées jusqu'ici avaient le temps dessiné le long d'un axe horizontal. Mais le temps vertical a ses avantages,
et maintenant c'est devenu une convention, donc autant s'y habituer. On peut aussi imaginer que chaque ligne horizontale représente les différents instantanés, comme les photos d'une scène. On pourrait montrer ces arrêts sur image l'un après l'autre au cours du temps, bien sûr, mais c'est utile d'être capable de voir tous les instantanés à la fois. Donc si on affiche chaque cliché dans des positions verticales consécutives, on a alors une belle représentation dans une seule image statique de ce qui devrait normalement avoir lieu dans le temps. Cette manière géométrique de représenter les mouvements au cours du temps est appelée un diagramme d'espace-temps. Et c'est quelque chose de tellement central pour la compréhension de la relativité par l'intuition que ça vaut la peine de voir quelques exemples de plus. Par contre, si vous êtes à l'aise avec les diagrammes d'espace-temps, les lignes univers, etc., allez-y, vous pouvez sauter ce passage. Admettons qu'on a un chat attaché à un ressort qui rebondit de gauche à droite. Si on trace ce mouvement dans un diagramme d'espace-temps, au cours du temps, on voit le chat bouger à gauche et à droite en laissant derrière lui une traînée en forme de sinusoïde. D'un autre côté, si on nous donne déjà un diagramme d'espace-temps et qu'on veut récupérer le mouvement du chat, il suffit de simplement faire glisser le diagramme vers le bas de manière régulière et de déplacer le chat à gauche et à droite de sorte à ce qu'il suive le chemin tracé. Ce point est important. Un chemin tracé dans un diagramme d'espace-temps est un enregistrement fidèle du mouvement d'un objet. Et ces trajets sont appelés lignes univers parce qu'elles montrent où l'objet va dans l'univers. Bien que par univers, on veut souvent dire le système solaire ou l'espace. Chaque point qu'on prend sur une ligne univers a des coordonnées t et x, qu'on écrit comme un couple de valeurs nous disant à ce temps t où se trouvait l'objet. Jusque-là, on a seulement représenté des mouvements à une dimension dans nos diagrammes d'espace-temps, une dimension spatiale dans laquelle l'objet se déplace, et le temps comme axe vertical. Si on veut utiliser un diagramme d'espace-temps pour représenter un mouvement à 2 dimensions, comme la Lune en orbite autour de la Terre, il nous faut en fait 3 dimensions. Les 2 dimensions horizontales pour que la Lune et la Terre bougent, et la direction verticale pour afficher les différents arrêts sur image au cours du temps. Plutôt cool, hein? Mais si on a de nombreuses particules avec des mouvements complexes, ça peut devenir vraiment bordélique sur un écran 2D. Et il est physiquement impossible de faire un diagramme d'espace-temps complet pour un mouvement à 3 dimensions, parce qu'il nous faudrait 4 dimensions spatiales. 3 dimensions pour le mouvement dans l'espace, et une direction verticale pour le temps. Ce qui, bien sûr, est impossible dans notre univers avec ces ridicules 3 dimensions spatiales. Par conséquent, les physiciens restreignent habituellement leur diagramme d'espace-temps à seulement 1 ou 2 dimensions spatiales, avec le temps allant verticalement. Alors, comment est-ce que la relativité fonctionne avec ces diagrammes d'espace-temps? C'est-à-dire, maintenant qu'on sait comment décrire un mouvement de façon géométrique, comment est-ce que des changements de perspective peuvent affecter cette description? Prenons comme exemple moi qui reste fixé à x égale 0, et un chat qui se déplace loin de moi à 1 mètre par seconde vers la droite en partant d'une date t égale 0. Cela ne doit plus vous surprendre si on remarque que quand on bouge l'axe x vers la gauche ou la droite, les positions x du chat et de moi-même à une date donnée vont changer, mais pas la distance entre nous. À t égale 0, nous sommes toujours à 0 mètres d'écart, peu importe de combien vous avez décalé l'acte des x, et à t égale 2, nous sommes toujours à 2 mètres d'écart, et ainsi de suite. On peut donc faire glisser l'axe x de droite à gauche comme on veut, les distances spatiales ne changent pas. De façon similaire, si vous déplacez l'axe du temps vers le haut ou le bas, la valeur absolue du moment où le chat se met à bouger change, mais les intervalles de temps ne changent pas. Le chat met toujours 2 secondes à aller à 2 mètres de moi. On peut donc faire glisser l'axe du temps en haut ou en bas, et les écarts temporels, autrement dit les durées, ne changent pas. Et si on a un mouvement dans 2 dimensions, alors les changements dans l'orientation des 2 axes d'espace ne changent pas la distance entre des objets à n'importe quel moment donné. Vous pouvez essentiellement réorienter les axes x, y comme vous voulez. Donc, la relativité qu'on appliquait à des diagrammes purement spatiaux s'applique plutôt bien aussi sur des diagrammes d'espace-temps. Pour résumer les idées à emporter avec soi, la relativité, c'est comprendre comment les changements de perspective modifient ou pas les mouvements. Pour des objets dans l'espace, on peut décrire le mouvement au cours du temps géométriquement en utilisant des diagrammes d'espace-temps. Et ces diagrammes d'espace-temps peuvent nous aider à voir comment l'aspect du mouvement des objets est modifié lorsqu'on change de perspective. On a vu comment le changement de position et d'orientation correspond à faire glisser et tourner sans déformer les axes spatiaux, et pourtant ces transformations ne changent pas la distance spatiale entre 2 points à un instant donné, et elles ne changent pas non plus la distance temporelle entre 2 points à un endroit donné. Cependant, toute cette relativité est statique, j'entends par là qu'on n'a même pas encore parlé de l'aspect d'un mouvement depuis une perspective qui est elle-même en mouvement. C'est finalement la clé de la relativité restreinte, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.